Bien, merci. C'est un plaisir d'être parmi vous. Bien, j'ai pensé à vous hier matin parce que j'étais sur mon petit ordinateur et je ne connaissais pas cet hôtel. Je ne connaissais pas le quartier. En tout cas, le quartier complètement transformé dans lequel on est ces 20 dernières années. Et j'ai fait comme peut-être certains d'entre vous, j'ai été sur Google Street. Et puis j'ai zoomé, j'ai regardé où était situé cet hôtel. J'ai regardé un petit peu alentour, comment on y arrivait, etc. Et si vous réfléchissez, dans notre quotidien, on fait de plus en plus souvent ça. C'est-à-dire, on est quelque part et puis on se plonge dans des ailleurs via Google Earth ou Google Street ou tout ce que vous voulez pour connaître quelque chose qui se passe à des centaines ou des milliers de kilomètres. Et là, certains d'entre vous allaient partir en voyage cet été, et peut-être avez-vous déjà fait ce genre de choses. J'ai toujours en tête les premières fois où j'ai été sur Google Earth. Vous voyez la petite planète, et puis vous vous projetez d'aller quelque part, et vous êtes un extraterrestre. Vous voyez ça de loin, et puis vous commencez à zoomer, et puis vous arrivez quelque part, et ce quelque part n'est pas une représentation de ce qui est, mais c'est réellement une visualisation, une photographie de l'endroit où on va se rendre. Et associé à cet endroit, de plus en plus, il y a des tas de photos, il y a des tas de renseignements, il y a des tas d'informations qui vous disent qu'il y a telle compagnie aérienne qui y va, tel bateau qui part à telle heure, tel... On est de plus en plus dans des situations où nous sommes à la fois quelque part situés et ailleurs par l'information. Alors ça, c'est un phénomène que vous connaissez par cœur parce que vous êtes à Orange. Bien, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais enfin, cette faculté d'ubiquité, du réel, être ici et ailleurs à la fois, c'est quand même quelque chose de fantastique. Il se trouve que j'ai travaillé sur les premiers portables. Et même, ça ne s'appelait pas Orange, à l'époque, c'était encore France Télécom, je pense. Il se trouve que j'ai suivi l'affaire des Bebop, les tout premiers à Strasbourg. Donc j'ai suivi l'opération à Strasbourg. Et puis après, il y a les portables qui sont arrivés. Et je me rappelle très bien lorsque on suivait les premiers utilisateurs des portables, c'était réellement une expérience pour eux un petit peu magique. Déballer le truc, téléphoner et avoir quelqu'un où qu'il soit en même temps. Maintenant, c'est complètement banal. C'est banal. Et on rentre dans un monde où il sera banal de visualiser l'endroit où on va aller. Alors, pour l'instant, à peu près toutes les grandes villes, il y a encore des zones blanches, mais enfin, sont couvertes au niveau de la téléphonie. D'ici très peu de temps, si vous prenez les projets de Facebook ou de Google, Loon, etc., avec vous savez, soit les satellites, soit les ballons géostationnaires gonflés à l'hélium, etc., on va avoir l'Internet à peu près sur toute la planète. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un lieu qui échappera à cette visualisation distanciée. Alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau, évidemment. Alors, je vais parler du voyage. On m'a dit, parle du voyage des vacances. Alors, et ça tombe bien, on est début juillet. Voilà. Donc, les voyageurs ont toujours eu des cartes, ils ont eu des guides, etc. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une information qui nous suit partout et qui nous donne la capacité aussi d'être ici et ailleurs à la fois. Et donc, c'est bien cette idée que la distance physique n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire que les forêts, les fleuves ne séparent plus comme autrefois. On en fait abstraction. On en fait abstraction. Et donc, la normalité, on se dirige vers un monde où la normalité sera cette capacité de se situer ici et ailleurs à la fois et d'avoir des informations où que l'on soit sur n'importe quel point de la planète. Et donc mon interrogation est de savoir
de quoi va être faite l'expérience des voyageurs dans ce monde. Donc votre voyage, si vous en faites, de cet été. Et pour cela, je crois, oui, vraiment que la notion d'expérience est un bon concept pour rendre compte du phénomène. Parce que l'expérience renvoie à deux choses. Si je fais l'expérience de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous percevez, vous recevez, d'un côté, vous percevez, vous recevez le monde tel qu'il est déjà là. Il s'impose à vous. Je fais l'expérience de l'arrivée à cet hôtel. Je vois les trucs, bon, je ne vais pas les qualifier, mais je vois l'hôtel, je vois le quartier, etc. Ça vient à moi. Ça vient à moi. C'est ce genre de choses. L'expérience, c'est ça, mais c'est aussi ce que j'en fais. C'est-à-dire, nous traversons tous des situations, des circonstances, des relations, etc. Elles viennent à nous et ensuite nous en faisons quelque chose. L'expérience, ce sont les deux choses. C'est à la fois comment les individus reçoivent le monde et ce qu'ils en font. La question donc est de savoir à quoi va ressembler l'expérience du voyage que j'ai qualifié dans le bouquin d'hypermoderne, mais vous verrez peut-être plus loin. Alors, première chose, premier constat, sur lequel j'ai déjà dit deux mots, le binôme espace-temps, dans lequel, si vous réfléchissez au niveau de l'histoire de l'humanité, l'économie de l'un, c'est-à-dire la distance, se soldait par le rétrécissement de l'autre, le temps. C'est pour ça qu'on a inventé les villes. Parcourir l'espace a toujours nécessité de l'effort et du temps. Désormais, dans ce monde-là, on rentre dans un univers, un environnement où cet espace, ce binôme-là, espace-temps, se trouve altéré, en tout cas, altéré. Du reste, avec des... J'ouvre une parenthèse, juste parce que c'est vraiment d'actualité, mais avec des questionnements... non pas inédit, mais expérientiel. Je parlais tout à l'heure de Google Earth et de ce monde qui au départ est éloigné, sur lequel on zoome. Et je crois que c'est Edgar Morin qui disait que la photo prise par Apollo, je ne sais pas si c'est 11, je crois, 10 ou 11, en tout cas avant qu'on aille sur la Lune, mais la photo de la Terre à partir de la Lune, où on voit cette petite chose-là, a fait plus pour la conscience de la fragilité de notre condition et de cette espèce de vaisseau spatial sur lequel nous sommes tous, que tous les discours écologiques ou scientifiques précédents. C'est-à-dire de voir cette fragilité-là, de loin. Et là, c'est vraiment expérientiel. On la voit et on prend conscience. Évidemment, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, et ce genre de choses. Eh bien, désormais, comme je vous le disais, on est dans un environnement où on vit ce genre de choses. Et plus aucun endroit n'échappe à ce regard. Et donc, vous voyez bien que le fait d'être à la fois quelque part où on se dit on est perdu, on découvre quelque chose, c'est le bout du monde, etc. Oui, c'est le bout du monde, mais il est parfaitement connu. Donc, au niveau de l'aventure, il y a quand même une relativisation. On est dans un monde où il y a les puces RFID, où les capteurs, où les webcams sont à peu près partout. Et on s'habitue à visualiser constamment là où on va. On a fait une petite recherche juste pour vous situer. Plus de 50%, et alors là, tout âge confondu, c'est très intéressant, des skieurs dans les Pyrénées, alors dans les Alpes on ne l'a pas fait, c'est sur les Pyrénées, visualisent à la webcam avant de partir au ski le matin. Voilà, c'est la moitié. C'est-à-dire, ils ne regardent même plus la météo. Non, on n'a pas trop confiance en la météo, on regarde le webcam. Voilà, on est, disons, dans ce monde.
Premier constat. Second constat, ce monde-là devient bavard. Il devient bavard, j'ai coutume de dire qu'il est comme sous-titré. C'est-à-dire lorsque vous vous baladez dans une ville, eh bien, vous pouvez avoir un nombre incroyable d'informations sur les lieux que vous traversez. Pour commencer, cette chose essentielle, vraiment, toujours dans l'expérience, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire, normalement, vous ne pouvez plus vous perdre. Vous ne pouvez plus vous perdre. Vous êtes toujours situé quelque part. Et, petite parenthèse, jusqu'alors, vous vous situiez sur une carte. Il y avait l'environnement et vous regardiez où vous étiez sur la carte. Maintenant, c'est la carte qui vient à vous. Vous êtes toujours au centre. C'est les choses qui sont autour de vous. Et non seulement, donc, le GPS vous situe le monde autour de vous, mais vous signifie de quoi il est fait. Alors là, il y a un grand questionnement, c'est-à-dire vous pouvez savoir n'importe quoi. Je veux dire, où se trouve la bouche de métro la plus proche, où se trouve le cinéma le plus proche, qu'est-ce qu'ils y jouent, à quelle heure, le restaurant végétarien qui est dans le coin, à quelle heure part le bac, etc. C'est un monde informationnel, c'est un monde qui ne cesse de décliner des informations sur lui-même. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire c'est un monde qui est sous-titré. Il faudra se poser la question, qui sous-titre le monde? Attention. Bon, voilà, alors là, on arrive sur le marketing lié à toutes ces informations. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà ces deux choses, hein, le fait que les distances ne séparent plus comme auparavant, et puis que l'environnement devient bavard. Ça va très loin. Hein. Juste une petite parenthèse parce que j'avais cette discussion là. Ça va très loin parce que c'est plus des informations uniquement de type encyclopédique. Hein. À partir du moment où on est capable c'est-à-dire des calculateurs, hein, des algorithmes pas trop bêtes, mettre en relation vos profils divers et votre géolocalisation, évidemment, ces algorithmes peuvent vous interpeller en disant on sait que vous aimez, je sais pas, n'importe quoi, vous êtes collectionneur de timbres. Et justement, regardez, 3 rues plus loin, il y a un philatéliste. Ce genre de truc, vous pouvez remplacer collectionneur de timbres par ce que vous voulez. C'est-à-dire, évidemment, il y a des accords avec les philatélistes pour que... On est dans ce monde-là. Et pour retrouver ce qu'était le voyage jusqu'à l'heure, jusqu'à il y a peu de temps, eh bien, la seule façon de faire serait de se déconnecter. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la déconnexion, sachant que ces quelques réflexions sont issues d'une recherche beaucoup plus vaste, hein, que j'ai dirigée pendant plusieurs années avec pas mal d'équipes un peu partout, sur la déconnexion. Et l'essentiel de cette recherche n'avait pas trait du tout au voyage, mais plutôt, je vais dire ça très directement, plutôt à la souffrance. C'est-à-dire que la problématique était, on observait une espèce de sursollicitation continuelle, en particulier de certains employés, qui se trouvaient dans la situation de devoir répondre de façon urgente à des injonctions qui parvenaient à eux sous forme de SMS, sous forme d'un tas d'emails, sous forme, etc. Et ceci avec une grande porosité, une porosité en tout cas de plus en plus accentuée entre temps de travail et puis temps privé. Il y avait des secteurs entiers qui n'avaient pas été pensés avec cette nouvelle situation qui faisait fi encore. Tout à l'heure, je disais que la distance ne séparait plus de la même façon
bien les murs des maisons ne séparent plus de la même façon. Ce qui séparait le lieu de travail du lieu de loisirs ou privé, ça ne sépare plus de la même façon, et en particulier pour les cadres sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et donc, voilà, on a surtout travaillé là-dessus et sur cette chose qui montait depuis une quinzaine d'années, qui était un droit à la déconnexion, en tout cas une volonté de maîtrise des télécommunications, puisque ça produisait parfois quelques catastrophes. Alors, bon, ça c'est une grosse recherche. Dans cette recherche-là, il y avait cette idée que le voyage était précisément, jusqu'à une date récente, une façon de couper avec le quotidien, couper avec nos statuts, couper avec nos rôles habituels. Le fait de prendre cette distance était aussi une distance avec ce qui fait le tous les jours. Et c'est pour ça qu'on part en voyage. C'est pour être non seulement confronté à des paysages nouveaux, des cultures nouvelles, des expériences qui peuvent advenir, quelque chose qui nous surprend. Et je veux dire, le voyage, en grande partie, si vous êtes dans un voyage organisé, etc., bon, le voyage, et encore plus le voyage d'aventure, le but du voyage d'aventure, c'était le fait d'être surpris. C'est ce que j'appelle l'advenance. L'advenance, c'est quelque chose qui vous secoue comme ça, qui vient sur vous. Et le voyage, c'était un désir d'advenance. Alors, l'advenance, bon, c'est quelque chose de... En tout cas, derrière, il y a une histoire de positivité. C'est pas le destin qui vous tombe dessus. Non, vous cherchez l'advenance pour que ça vous surprenne. Et c'est parce que vous vous confrontez à quelque chose de nouveau, d'inédit, que vous devez y répondre. Et cet inédit vous, comment dirais-je, vous renvoie à cette part de vous-même qui n'est pas l'habituel. C'est essentiel. C'est essentiel en termes sociologiques. C'est tout simplement la capacité que l'on a tous ici, dans cette salle, d'être non seulement des objets sociaux, des agents sociaux, avec vos obligations, vos rôles, vos statuts, etc. Mais il y a une part de nous-mêmes qui est en plus de cela, qui déborde de cela. Et ce débordement, c'est ce qui vous fonde dans votre autonomie, dans votre liberté, dans votre créativité, et donc qui vous fonde en tant que sujet. Sujet de votre vie, et potentiellement sujet de la société, et acteur, pourquoi pas historique, etc. C'est ce qui... voilà, vous voyez, il y a toujours une part de nous-mêmes, en plus ou en moins, en réaction ou en action, peu importe, de ce que la société vous assigne de faire en tant qu'agent social. Alors, quand vous prenez de la distance par rapport à ce qui vous détermine, bien, vous pouvez dire « Ah ben oui, finalement, c'est pas mal ce que je suis, c'est bien, une espèce de contentement social comme ça. » En général, c'est pas ça. Il y a un écart, il y a une tension, et c'est dans cette tension que vous vivez comme sujet. Et le voyage est une façon de vivre cette capacité à être un sujet, puisque là, vraiment, de façon physique, vous prenez de la distance par rapport à votre quotidien. Et il y a des gens qui vous regardent pas comme d'habitude. Vous traversez des situations qui sont pas comme d'habitude, et vous devez les vivre et improviser et être quelque chose. Et vous êtes ce que vous vous fondez dans cette situation-là. Bon, ça, c'est, disons, le voyage moderne. Et c'est cette capacité-là qui est précisément interrogée par ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'hypermodernité et le fait d'être ici et ailleurs à la fois. Alors... Parce que je vais prendre les choses de façon très empirique. Bon, admettons que vous partiez, la majorité partiez quelques jours ou une semaine cet été quelque part.
Je suis sûr que vous avez quasiment eu cette discussion. Déjà, l'interrogation de est-ce que je prends le portable avec moi, bon, elle est résolue, tout le monde a dit oui. Je peux vous le dire, hein, parce que sinon, ceux qui ont dit non, vous venez me voir à la fin des séances, parce qu'on a fait des tas de terrains, en particulier. On a fait un gros terrain sur les gens qui vont marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord ? Il se trouve que le Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un truc absolument inouï. Vous prenez la courbe des gens qui sont sur qui marchent, et asymptotiques. Tous les ans, il y a plusieurs milliers de gens en plus. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? C'est un renouveau de la religion ? Non. La majeure partie, non. C'est plutôt lorsqu'on les il y en a, je veux dire, c'est spirituel, etc. Mais la majeure partie, c'est je veux prendre de la distance, je veux faire le point, je cherche un sens à mon existence, je m'agite, mais tout ça, quel sens ça a ? Il y a cette recherche de sens, de qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ici-bas ? De façon situationnelle, par rapport à des services, au quotidien, et puis existentiels, mais qui renvoient à des choses un peu plus compliquées, parce que, quand même, on est dans une société où, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nos sociétés sont totalement muettes quant au sens de l'existence. Jusqu'alors, pendant des siècles, c'est la religion, Dieu, les ancêtres, les traditions qui donnaient du sens à l'ici-bas. Puis après, il y a eu quand même les grandes idéologies transformatrices du réel, avec un espoir de changer la société. On pouvait se donner à une cause. On a vécu le reflux de ce genre de choses. Et là, il y a une espèce de... Le seul mot d'ordre, c'est vivez intensément, densément, faites-vous plaisir. Par ce mot d'ordre, si vous en voyez un autre, vous me le dites. Et donc, c'est une espèce de vide. Et les individus doivent se débrouiller dans ce vide au niveau des valeurs sociales partagées. Bien, enfin, je pourrais être très pessimiste, ou alors, comme les postmodernes, très optimistes, en disant tant mieux, c'est terminé des idéologies, des gens qui cherchent à convaincre les autres. Faisons-nous plaisir, et puis on verra bien. Mais je suis plutôt optimiste et je pense que nous n'allons pas rester longtemps comme ça et que je pense qu'il va y avoir des débats sur des valeurs et sur, en particulier, des conduites éthiques qui vont interpeller tout le monde. Bon, je ferme la parenthèse et je reviens sur le Saint-Jacques-de-Compostelle en disant, ces gens-là vont chercher du silence, vont chercher de la distance, vont méditer. Ben non. Ils ont quasiment tous leur portable avec eux. Avec, attention, un discours, oh non, mais il n'est pas branché, il est au fond du sac, etc. Puis vous les voyez le soir, etc. Il est très difficile de se couper. Parce que de plus en plus de nos relations individuelles, amicales, amoureuses, professionnelles, informationnelles, passent par nos smartphones. Voilà, c'est tout. Si vous mettez sur off, il n'y a plus de notifications, il n'y a plus de recommandations, il n'y a plus de tweets, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Il y a juste les traces que tout cela a laissées en vous et justement, précisément, avec lesquelles vous devez donner du sens à votre vie. Et ça interpelle et ça prend à la gorge et c'est souvent angoissant. En tout cas, je termine avec Saint-Jacques parce que c'est important. Ils auraient bien voulu, nous disent-ils, se déconnecter, mais c'est leur environnement le plus immédiat qui les a mis en situation de rester connectés. En gros, leurs femmes, les enfants, les parents, les amis proches ont le même discours. Ah, tu pars ? Oui, je pars faire un trek au Népal.
Ah ben tu prends ton portable, tu nous donnes de tes nouvelles, tu vas pas nous laisser sans nouvelles. Et derrière, il y a une inquiétude diffuse. On s'est habitué à avoir constamment des nouvelles de nos proches. Il y a quelques années, j'avais fait un bouquin sur les portables. J'avais des statistiques précises, France Télécom à l'époque. Je pense que les statistiques doivent être encore valables. Il y avait, en gros, 80% de nos appels personnels, et pas pour le travail, hein, d'accord ? Personnels, 80% de nos appels personnels, donc avec nos amis, etc. 80% des appels personnels qui étaient destinés à un peu plus de 4 personnes. C'est-à-dire, nous passons notre temps à téléphoner, à échanger des SMS, etc., avec toujours les mêmes personnes. Alors que vous prenez vos contacts, il y en a 500. Il y en a 500, mais vous téléphonez toujours aux mêmes 4 personnes. Voilà, c'est ça, la réalité. Et vous dites, qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'est qu'on vit dans un monde qui sépare, toujours statistique, je suis sociologue, hein, mais vous prenez le temps que l'on passe entre les lieux où l'on travaille, les lieux de loisirs, les lieux où on réside, les lieux où on va en vacances, etc. On passe de plus en plus de temps dans les entre-deux, et nous sommes dans une société qui ne cesse de dispatcher, d'éloigner, de séparer, et finalement, les téléphones portables arrivent au bon moment, puisque ça permet de recréer une chaleur, hein, dans ce monde quand même un petit peu froid. Et c'est pour ça qu'on ne cesse de se rassurer. Ben, je raconte toujours la même histoire, mais il se trouve que hier soir, je l'ai encore vécu. Je prends l'avion. Vous avez tous vécu ça. Dès que l'avion atterrit, tout le monde dégaine. Hein, ils sont là, comme si, vous imaginez, je suis resté 1 heure sans appeler. 1 heure sans appeler. C'est comme si c'est une reprise, après une apnée d'1 heure, une reprise d'oxygène. Et puis vous écoutez, il dit « Allô, oui, ben, je suis bien arrivé, hein, je te rappelle plus tard. » Alors, en gros, hein, oui, ben, je pense à toi, salut, alors je te rappelle. Finalement, ils appellent pour dire qu'ils rappellent. C'est quoi ça ? Et si vous restez sur une signifiance de ce qui est échangé, ben c'est insignifiant. Donc on est dans un monde de l'insignifiance ? Non. Parce qu'il ne faut pas en rester au message, il faut regarder ce qu'il y a autour. Évidemment, ce qui est cherché, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'était une proximité affectuelle. On se rassure, on n'est plus seul. On est avec les autres, l'être aimé, tout ce que vous voulez. Hein. Alors, bon, on peut broder là-dessus. Hein. Mettons, on va parler de choses optimistes et positives. Vous êtes amoureux. Et puis vous pensez à l'être aimé, mais qui est éloigné. D'un seul coup, comme ça, vous êtes en train de faire quelque chose. Oh. Bien, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à l'heure ? Eh bien, on disait, ben merde, il ou elle n'est pas là. Et vous pensiez à cet être aimé, et vous construisiez un petit fantasme. Et puis si vous aviez un petit peu de créativité, vous faisiez un petit poème, un petit dessin. Et voilà, c'est comme ça que le poème à Lou est arrivé. Hein. Maintenant, vous pensez à l'être aimé. Hop, allô, je pense à toi. Allez, salut. Je t'aime, salut. C'est-à-dire, il y a une espèce d'immédiateté entre l'éprouvé et le dit qui n'existait pas. Alors, il y a des grincheux, évidemment, qui pensent que c'est une oblitération totale de cet espace de tension dans lequel le manque, la crainte ou l'espoir étaient synonymes de créativité. Bon, il y a ça. En tout cas, ce qu'on observe, et je termine avec mon Saint-Jacques, vous me faites un coup de drapeau quand il faut arrêter, parce que là, je suis parti. Sur le Saint-Jacques, c'est qu'ils auraient bien aimé se couper et connaître cette épreuve, j'en parle exprès en termes d'épreuve, l'épreuve du silence.
l'épreuve de l'éloignement, l'épreuve de ce qui vous met à distance de l'habituel, parce que d'un seul coup, vous apparaissez comme quelqu'un d'autre que vous-même. Le sujet dont je parlais tout à l'heure. Et il faut donner de la signifiance à ce que vous êtes. Mais ça implique du silence et de l'éloignement. Bien. Il voudrait bien. Mais c'est une épreuve. Mais c'est une double épreuve parce que le fait de lutter contre soi et de dire je me mets en éloignement de moi-même est aussi le fait d'imposer ce silence aux autres. Et c'est les autres qui vont vous imposer de rester branchés. Ça on l'a vraiment constaté massivement. C'est votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis qui vont dire. Et alors, ce qu'on a mis en exergue, c'est ce qu'on a appelé le pacte de déconnexion. C'est-à-dire que nous tous, nous allons négocier avec nos conjoints, nos amis, etc. Négocier la forme de déconnexion, de connexion qui vont nous unir à eux pendant une semaine ou 15 jours. Alors, on appelle une fois tous les 2 jours, ou on envoie un SMS, ou un mail, ou alors on n'envoie aucune nouvelle, bonne nouvelle, mais s'il arrive quelque chose, depuis l'origine, on est au courant. D'ailleurs, il y a le papy qui est mort ou l'enfant qui s'est fait renverser. Ça change en général rien. Enfin, peu importe. Voilà, il y a un pacte de déconnexion et c'est pas des déconnexions en soi est tout à fait intéressant puisqu'il va lui-même vous sommer de vous repérer par rapport à votre entourage. Pourquoi est-ce que avec tel ami, je lui dis c'est possible de m'appeler et pourquoi avec tel autre non? C'est-à-dire vous commencez à hiérarchiser vos relations. Et donc, ça devient, ce qui était instrumental devient relationnel. Et ce qui est relationnel vous amène à vous poser des questions sur la réalité de vos sentiments et des liens qui vous unissent aux gens qui, précisément, à ces personnes que vous appelez assez souvent, etc. Et ce que vous appelez pas. C'est intéressant à soi. Je termine le jeu avec les alors, oui. Est-ce que je peux avoir 5 minutes, 10 minutes encore? Oui. Oui, en fait, je pense que je vais zapper complètement mon intervention. Il est 12h15. Donc, juste 5 minutes, parce que je voudrais... Voilà, oui, très bien, c'est l'idéal. Juste... en fait, ça devait être constitué l'essentiel de mon intervention, mais peu importe. Ce que je voudrais dire, c'est que ce nouveau rapport au voyage est créateur de tensions inédites chez chacun d'entre nous. Et ces tensions, on peut les prendre comme une difficulté, mais comme je suis optimiste de nature, je suis un sociologue optimiste, eh bien, on peut les prendre aussi comme de nouvelles formes de s'expérimenter dans la société contemporaine. La première tension est celle qui, j'en ai très vite parlé, c'est sur le silence, la distance et la réflexion, et aussi la capacité de création. Bon. Seconde, c'est celle entre la sécurité et la prise de risque. Et en particulier au niveau du voyage, c'est tout à fait important. Je veux dire, sans parler des voyages d'aventure, des baroudeurs, etc. Quand même, le voyage, c'est prendre le risque de se heurter à quelque chose qui ne nous ressemble pas, à se heurter à des situations dans lesquelles il faut réagir et donc se surpasser. Mais c'est dans la façon dont on se surpasse qu'on existe. Et cette prise de risque, elle est assumée. Et même, finalement, il n'y a qu'une chose de sûr dans le voyage, c'est ce désir d'advenance, ce désir d'être surpris. Si on sait tout ce qui va nous arriver avant de partir en voyage, c'est pas la peine de partir. Bien. Alors,
Et ces outils, ce sont des outils, quand même, en grande partie, des outils de sécurisation. Hein. C'est-à-dire, je vous parlais du GPS, le fait de ne pas se perdre, d'être dans un endroit constamment situé, le fait d'avoir des informations, le fait de pouvoir appeler des secours, ce qui, du reste, est très paradoxal, puisqu'il y a quelques années de ça, j'avais fait un terrain dans les Alpes, c'était le commandant du peloton de gendarmerie de montagne qui m'avait sollicité, peu importe, parce que ils étaient assaillis d'appels au secours, hein, via les portables. Mais avec une courbe qui montait, et eux, ils ne pouvaient pas y faire face. Il y avait trop d'appels au secours. Ils disaient, mais il y a des gens qui appellent pour un rien maintenant. Et ça c'est très intéressant, il y a surtout des personnes qui se lancent dans des voies, escalade, hein, dans des voies qui n'auraient même pas espéré vouloir faire il y a encore quelques années. Mais comme ils savent que s'ils sont en difficulté, ils peuvent appeler, ils y vont. C'est-à-dire, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire à partir du moment où on a notre truc, allô maman bobo, on se lance dans des choses insensées. Et donc on perd le rapport à soi qui nous permet de mesurer le danger. De la même façon que, là, je trouve que je suis en train de mener un terrain sur le quantified self, le fait que, vous savez, il y a des capteurs qui vous donnent votre rythme cardiaque, mon machin, tous les trucs. Voilà. Et donc, on est, en gros, au courant en temps réel de pas mal de paramètres du fonctionnement de son corps. Et si vous vous amusez à brusquement enlever le bracelet à ces gens-là, ils sont complètement paumés, ils ont peur, ils sont un peu fichus. C'est assez intéressant à étudier ce genre de choses. Donc, sécurité et prise de risque. Autre tension sur l'errance, la découverte et la géolocalisation. On s'aperçoit que les voyageurs contemporains veulent bien se perdre encore, un petit peu, mais sans perdre de temps. Voilà, c'est l'obsession de vivre quelque chose d'intense, de surprenant, de dense. Et donc, c'est comme s'il y avait une programmation de ce qui devait être intense. Voilà. Je veux bien me perdre, effectivement, entre 16h et 17h. Et donc, là aussi, il y a une tension et sur le temps perdu. Est-ce qu'on peut encore perdre son temps? Est-ce permis? C'est pas trop déviant de rien faire? C'est pas trop déviant de ne pas parler? Bon, voilà, ce genre de choses. Et sur l'errance, on sait bien que c'est un thème sociologique bien connu, hein. Enfin, sur l'errance, c'est en errant, c'est en se perdant que l'on est confronté à l'inattendu, très souvent. Et c'est dans la façon dont on réagit à cet inattendu que, encore une fois, on se construit dans quelque chose d'inédit et de nouveau. Et puis, dernière chose, sur la solitude et le silence, dans un monde d'information constante, nous sommes tous sollicités, on a des tas de recommandations, de notifications, tiens, voilà une. C'était pas... on est là-dedans, hein, on est là-dedans, et le silence, c'est devenu quelque chose de très ambigu dans nos sociétés, et qui, je vais terminer là-dessus, qui paraît comme quelque chose d'un peu dangereux, le silence. Parce que le silence, c'est précisément cette parenthèse dans laquelle vous allez être confronté à vous-même, sans faux fuyant. Et je peux vous dire que dans les cas, alors on a interviewé beaucoup de personnes qui arrivent à se déconnecter, alors je dis 1 heure, 2 heures, une matinée, eh bien, elles nous font toute part de ce sentiment de vide, brusquement, et on peut pas faire semblant.
C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce d'appel d'air qui chasse tout le reste. Et dans cet appel d'air, ce sont des questions que nous ne cessons dans notre quotidien d'enfouir parce qu'elles nous embêtent. Questions situationnelles, ça va mal avec, je sais pas quoi, mon conjoint, ou avec mes enfants, ou avec mon patron, ou avec mon délégué syndical. Bref, mais ça m'embête, donc je fuis, je préfère m'être dans un présent perpétuel qui me distancie de tout ça. Je suis brusquement confronté à ça. Et puis je suis confronté aussi à des questions existentielles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le sens de ma vie, tout simplement. Et si on réfléchit un peu, raisonnablement, on sait tous que se poser des questions existentielles, c'est connaître l'angoisse. Bien, il ne faut pas que je reste là-dessus. Oui, mais justement, le fait de pouvoir parler de ça, je pense, amènera chacun d'entre nous à découvrir les autres sous une forme de sujet qui se pose ces mêmes questions. Et au lieu de parler de ce que l'on achète, etc., peut-être parlerons-nous de façon éthique du sens de nos vies. Merci.